Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co et sur l'appli RMC BFM Play. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Village Startup avec Jérôme Colombin qui est là bien sûr comme chaque mois. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce Village Startup un peu particulier. Oui. Au cœur du salon Vivatech. Au cœur de Vivatech les amis. Avec une petite sélection de startups comme chaque mois. Jérôme, on va parler de quoi? Alors, on ce va mois-ci commencer avec une startup qui a mis au point un système incroyable qui permet de détecter et de reconnaître les pleurs des bébés. Quand ton bébé pleure, ouais. Et traduire les pleurs. Voilà, toi tu croyais que c'est parce qu'il avait envie de voilà. jouer et de dormir. Non, pas ça, c'est qu'il va pas bien, il faut s'occuper de lui. Ensuite, on parlera d'un système de transmission pour les biens numériques, les biens dématérialisés en cas de décès. Et enfin, on terminera avec un très beau produit destiné aux personnes malvoyantes et aveugles. C'est un système de guidage grâce à l'intelligence artificielle. Et plein de capteurs. Et puis bien évidemment, pour terminer ce village startup, Fabrice Marcella nous rejoindra et nous donnera des conseils pour bien préparer un salon justement comme Vivatech. Merci d'être là et bienvenue. Voilà, on va commencer avec cette start-up qui est helvético-espagnole, c'est bien ça, bien dit. Avec son représentant qui lui est italien, avec un magnifique accent italien. Matteo Ingraval est avec nous. Salut Matteo. Salut, bonjour à tous. Mais vous parlez parfaitement français, c'est super. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci d'être là, il n'y a pas de souci. Merci. J'aimerais bien parler aussi bien italien et toutes les langues que français. Alors, vous allez nous présenter Zandream. Le principe, c'est toujours le même dans Village Startup. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que Zandream? Bon, on est spécialisé en intelligence artificielle, comme vous avez bien dit. Et on utilise l'intelligence artificielle pour analyser les pleurs du bébé. Donc, lorsque le bébé il pleure, il est en train de communiquer. Il exprime des nécessités. On ne sait pas ce qu'il veut dire aujourd'hui. Oui. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Non, on ne sait pas. Donc, il exprime des nécessités et bien des émotions. Mais aussi, il donnait beaucoup d'informations sur l'état de santé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un software, un logiciel, c'est SaaS, Software as a Service. Et donc, il analyse automatiquement les sons en temps réel, real time. Et il automatiquement traduit la nécessité que le bébé est en train de communiquer. Donc, ça peut être je fume, je sens, je sommeille, je suis pas bien de... J'ai mal au ventre. Je suis mal, et aussi j'ai du mal au estomac. Ouais. Et ça, c'est fréquent, ça. Ça, c'est fait dans le cloud. Donc, on a une solution qui c'est totalement dans le cloud et peut être facilement intégré dans un appareil qui a une connexion Wi-Fi, un microphone. Mais Matteo, est-ce que comment vous arrivez à détecter, simplement en écoutant les pleurs des bébés, qu'il a faim, qu'il a mal au ventre, qu'il a soif, etc. Aujourd'hui, on arrive à avoir une banque de données de pleurs de bébés pour savoir ce que représentent les pleurs, en fait, ce qu'ils veulent dire? Oui, bon, vous devez penser qu'il y a beaucoup de littérature. Ce n'est pas une chose totalement nouvelle qu'on a découvert. En fait, il y a beaucoup d'études. Tout simplement, aujourd'hui, il n'avait pas une application. Donc, on a fait quelque chose qui est très pratique, qui peut être utilisé pour les parents à la maison. Mais vous avez donc analysé des pleurs de bébés? Beaucoup de pleurs. Au début, on a créé vraiment un appareil. C'est un appareil capable de traduire dans les moments, exactement comme je l'ai dit. Et on l'a fait comme prototype. L'idée, c'était d'aller au marché, mais on avoue que ce n'était pas possible. On est une start-up, on est plus il faudrait travailler. Il y a beaucoup de ressources. Donc, on a pensé, on va faire ça as un software, un logiciel, et on va intégrer dans l'appareil qu'on a dans notre maison. Donc c'est quoi? Un smartphone ou c'est un appareil spécial? Si vous cherchez, il y a déjà beaucoup d'applications, d'apps qui traduisent le bébé. En fait, il y a beaucoup dans le Google Store où vous voulez.
Donc vous, chercher. qu'est-ce que vous avez de plus alors? Ça, c'est différent. C'est un petit peu comme un Alexa. Donc, c'est tout automatique. D'accord. Il faut rien faire. Les Il pleurs. faut dire quoi? Alexa, surveille mon Ah, bébé. non, il faut pas- non, c'est le bébé qui pleure. Donc, il détecte automatiquement. Ah d'accord, j'ai même pas demandé à Alexa de surveiller Non, le non, bébé. il n'est pas intégré dans Alexa au moment. Ouais, mais c'est comme les Peut-être dans les futurs. c'est comme les baby care, enfin les petits appareils, les petits babyphones. interphones, les babyphones, voilà. Quand... Ok, il va détecter automatiquement et il va donner à les parents dans le téléphone mobile la notification parce qu'il est en train, pourquoi le bébé est en train de, la raison pourquoi le bébé est en train de pleurer. Et ça c'est le début. On est dans les marchés avec un produit de Maxi-Cosi. On a lancé depuis 3 mois, 4 mois au début de l'année. Et vous pouvez acheter les Baby Monitor. Donc, c'est possible de l'acheter où vous voulez, dans les stores, et bien l'utiliser chez vous. Mathéo, juste une question. Quel est le degré de précision de l'interprétation des pleurs? Est-ce qu'il y a un taux d'erreur important malgré tout? Ou est-ce que vous êtes sûr à 100%? 100% c'est impossible. Mais bon, il y a beaucoup d'approximations. C'est 90%, 93%. 10% d'erreur? C'est ça? 10% d'erreur ou 90%? Ah, 10% d'erreur, oui, c'est ça, D'accord. exactement. C'est Tu pas l'as mal bien quand dit. même, hein? Bah oui, si c'est vraiment 10%, du coup ça peut avoir un sens. Mais est-ce que vraiment les pleurs en question, ce n'est pas détectable par des parents? Les parents ne peuvent pas apprendre ce que la machine a appris? Bien sûr. Ça, c'est un produit il était pensé pour les parents qui sont les premières expériences. Donc Ouais. il faut penser que les premières semaines, pour un parent, ils sont terribles normalement. C'est vrai, oui. Donc, Je vous confirme, les après, premières c'est semaines, on est normal. dépassé. Avec l'expérience, les parents, ils vont apprendre. C'est super normal. Mais c'est au début, pour commencer. Après, c'est pas seulement la traduction, c'est aussi la monitorisation. Donc, notre idée dans le long terme, dans le futur, c'est de pouvoir, en fait, traduire, capter des signaux de possibles pathologies et des problèmes de santé, vraiment. d'expression, de santé. Ça, D'accord. c'est l'innovation qui va venir dans le futur. Ça marche du tout début de la naissance du bébé Oui, exactement. jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à ce qu'il Ça, parle? normalement, pour la traduction, sur les premiers mois. Après, on fait beaucoup d'autres choses. Donc, on a des analyses, on analyse jusqu'à 3 années. Pardon. On est beaucoup. Non, mais c'est de temps. bon, mais écoutez, Parfait. voilà. Mais parfait, Non, on non, arrive non, au bout en je- plus. On est au Je bout des vois 6 ton minutes. téléphone, je dis, oups. Non, mais voilà, parce qu'on a dépassé les 6 minutes, c'est pour ça. Merci beaucoup, Mathéo. Merci à Voilà, vous. bon vraiment. vent à Zandjun, et c'est dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec l'IA finalement. hein. Zandream, assez impressionnant, ouais, tout à fait. Interpréter donc les pleurs des bébés. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec Ouais. notre deuxième start-up. Tout autre sujet, François, dans Village Startup. Alors, on fait vraiment dans les extrêmes. Hein. Oui. Après les Après bébés. du bébé, on arrive à la fin de la vie. Exactement, avec la startup Legitbee qui propose d'assurer la transmission de nos biens numériques. Ils sont de plus en plus importants aujourd'hui. Hein. C'est Bonjour clair. Julien Trucy. Bonjour. Bonjour Julien, le concept de Village Startup, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. C'est parti, top départ. Attendez, c'est pas ça, bon c'est pas grave. Voilà, on y est. Il a 6 aussi minutes. 24 heures là. Donc, Présentez-nous Legitbee. Écoutez, en fait, Legitbee, c'est un outil de préparation des successions. On est parti d'un constat, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus numérique, avec un patrimoine qui est de plus en plus atomisé, et donc la gestion de la succession est de plus en plus complexe. En fait, les documents qui étaient autrefois imprimés sont aujourd'hui conservés dans des clouds, dans des messageries qui sont simplement inaccessibles au moment du décès, rendant en fait l'accès à l'information impossible. Et puis il y a aussi l'émergence du nouveau patrimoine numérique, toutes les comptes sur lesquels vous avez de l'argent en ligne, les comptes PayPal, les comptes crypto-monnaies, etc., qui représentent en France des dizaines de milliards d'euros déjà, et qui sont aujourd'hui purement et simplement exclus des successions pour une raison très simple, c'est que personne n'a connaissance de ces comptes au moment du décès. ah bon?
j'ai un compte, de crypto-monnaie Ouais. sur lequel j'ai quelques milliers d'euros. Je décède demain. Ma femme ne sait pas que j'ai ce compte-là. La plateforme ne sait pas que je suis décédé. Et donc, elle garde l'argent, en fait. Purement et simplement. Donc, D'accord. on a créé une solution en partenariat, notamment avec le notariat. On est labellisé par le Conseil supérieur du notariat pour répondre à cette problématique qui permet en fait de centraliser toutes les informations importantes, patrimoniales, administratives et en intégrant le patrimoine numérique et de s'assurer de la transmission de ces informations. C'est-à-dire que vous allez être un, comment dirais-je, un intermédiaire entre le particulier et les notaires pour apporter une espèce de comment dirais-je, de listing de tous nos biens numériques, c'est ça? Alors, ce n'est pas uniquement les biens numériques, c'est aussi tous les biens qui sont aujourd'hui documentés sur des supports en ligne. Oui, Vous même un appartement, on Ouais, exactement. a l'acte de propriété sous forme numérique en fait. Tout se fait en ligne aujourd'hui, on signe en ligne et on conserve tout ça. Et donc, posez-vous la question de savoir qui connaît exactement votre patrimoine, qui a accès à cette information. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit au notaire, au moment de la succession, l'accès à ces informations. Mais excusez-moi, il n'y a rien qui a été prévu aujourd'hui de la part des notaires concernant justement l'explosion en fait de toutes ces traces numériques? Alors, aujourd'hui, un notaire, quand il gère une succession, il a accès à 3 fichiers. Compte bancaire, assurance vie, testament. Et c'est tout. Et c'est pour ça que nous, on a créé, avec notre plateforme, un nouveau fichier qui va répertorier en fait tout le patrimoine. Donc, pour répondre à votre question spécifique sur le numérique, le notariat a pris conscience de cette problématique et en a fait d'ailleurs le thème d'un de ses congrès. Mais il n'y a pas de solution à proprement parler. Et c'est pour ça que nous, on propose aujourd'hui les guides BI. Alors comment ça se passe si on veut passer par vos services, il faut contacter un notaire ou bien on s'adresse directement à votre entreprise? Alors nous, notre stratégie, c'est du B2B2C. On passe par des distributeurs qui sont des banques, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine ou des notaires. C'est ces gens-là qui vont vous équiper, vous proposer la solution à un moment qui est pertinent. Chez un notaire, par exemple, c'est au moment de la rédaction d'un testament. Ça peut être chez un banquier au moment d'un bilan patrimonial. Et ils vont vous aider à centraliser les informations. Vous allez ensuite pouvoir décider à qui vous souhaitez partager ces informations après votre décès. On est intégré aussi avec France Connect pour plus de sécurité et pour avoir un KYC parfait de l'utilisateur. Mais concrètement, bon, voilà, j'arrive pour un testament. Qu'est-ce que je donne comme information en fait? Je vais faire un listing de tout ce que j'ai, c'est ça? Exactement. En fait, la première phase de les guides BI, c'est de pouvoir recenser tous les biens pour pouvoir justement donner l'accès, donner les informations essentielles pour la gestion de la succession et éviter la déshérence. Et dans un deuxième temps, donc ça c'est notre ambition un petit peu plus long terme, notre souhait ça va être d'automatiser toutes les tâches liées à la succession, permettant de rapporter les capitaux et de fermer les différents comptes pour justement une gestion automatique. Mais ça viendra dans un deuxième temps. D'accord. Oui, j'imagine que ça, c'est une complexité supplémentaire, en fait. C'est ça? Tout à fait, parce qu'il faut créer des connecteurs spécifiques avec les différentes plateformes. Ouais. Il faut avoir Parce que vous surfez aussi sur la vie privée, finalement. Parce que tant qu'on est vivant, voilà, enfin, je veux dire, vous n'aurez pas nos codes. On a notre vie numérique, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, nous, dans notre métier, on est basé sur de la confiance. De la sécurité informatique, on n'a accès à aucune donnée de nos utilisateurs, tout est chiffré. D'ailleurs, le label du Conseil supérieur du notariat nous oblige à avoir ce chiffrement. Toutes les données sont stockées en France chez des acteurs français. Il n'y a absolument aucune utilisation à des fins marketing, etc. Donc tout ce que vous renseignez sur la plateforme, c'est pour vous et les personnes que vous avez choisi de renseigner comme bénéficiaires. Oui, il faut de la confiance, effectivement, y compris dans la pérennité de votre entreprise. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe par des distributeurs. Nous, on pense que l'accès B2C au marché est trop compliqué pour une start-up qui se lance et on va chercher la crédibilité auprès de distributeurs, Crédit Agricole et d'autres acteurs. Est-ce qu'on peut vous confier aussi des biens, on va dire, moins stratégiques, mais des photos, des documents écrits de toutes sortes qu'on a sur son ordinateur? Oui, tout à fait. Donc il y a un volet patrimonial pour tout ce qui est bien qui a une valeur vénale. Et ensuite, il y a un volet plutôt intime qui est essentiel aussi pour nous, qui permet en fait de transmettre des biens qui n'ont pas de valeur patrimoniale à proprement parler, mais qui ont une valeur sentimentale très forte. Donc on parle de photos évidemment, de vidéos, de recettes de cuisine, tout ce qui est conservé en ligne et qu'on ne peut plus transmettre aujourd'hui et qui pose selon nous un vrai problème sociétal en fait. Oui, parce que c'est vrai que souvent, quand une personne décède, on se retrouve face à son ordinateur dont on n'a pas forcément le mot de passe. Et même si on l'a, après il faut aller fouiller dans les dossiers, etc. Ça peut être très compliqué. C'est clair. Et quel est votre modèle économique? Alors on est en SaaS,
pour nos distributeurs qui vont payer une licence plus un coût par utilisateur. Et combien ça C'est un coûte? modèle très simple. Alors, ça, c'est des négociations qu'on a avec chaque partenaire. Ça dépend évidemment du volume Ça serait un d'utilisateurs. abonnement, c'est un one-shot, comment ça marche? Non, c'est un abonnement. D'accord, C'est un abonnement, ok. exactement. Et bien voilà. Mais on peut avoir une idée quand même de la fourchette. C'est quoi? C'est quelques euros? C'est quelques euros. Quelques euros par Quelques mois? euros, c'est un produit qui est viagère, qui s'inscrit dans le temps long. D'accord. Et donc, c'est quelques euros. C'est Legit Bee. Très joli nom, qui n'a rien à voir avec la chanson, bien entendu. Bien sûr que ça n'a absolument rien à voir. Bien Exactement. sûr que si. Merci beaucoup Julien. Merci, Merci Julien. à vous. Julien Trucy, vous en êtes le cofondateur et on enchaîne tout de suite avec notre troisième start-up, Jérôme. On va parler, François, d'une innovation qu'on est très heureux de vous présenter parce qu'on l'avait connue quand elle était bébé, quand c'était encore un prototype. Et là, ça y est, ça marche. C'est cet appareil qui est ici, qui est destiné aux personnes aveugles. Bonjour Maël Fabien. Bonjour. Bonjour Maël. Le principe de Village Startup, 6 minutes pour découvrir votre j'allais dire projet. C'est plus qu'un projet puisque aujourd'hui c'est un produit. Ça s'appelle comment? Biped, c'est ça? Biped, biped.ai, c'est ça. Alors expliquez-nous comment cet appareil peut changer la vie des personnes qui sont malvoyantes. Alors c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans. C'était peut-être à ses tout débuts qu'on s'est vu. Il y a 3 ans, j'ai rencontré une personne qui a utilisé une canne blanche et qui en parallèle faisait un FaceTime à un proche. Et en fait, en appel vidéo, son proche lui disait « tourne à gauche à ce moment-là, il y a un passage piéton à cet endroit-là, et attention, tu feras gaffe, il y a des escaliers en bas donc, ou un Ah oui, donc obstacle là, à oui. hauteur de tête. Ok. Donc la personne aveugle filmait ce qu'elle voyait, enfin ce qui était devant elle, et quelqu'un lui interprétait ce qui était sur FaceTime. Waouh. Absolument. Impressionnant. Et à ce moment-là, moi, je faisais une thèse en intelligence artificielle. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire avec des caméras, de l'IA. Si la techno se déploie bien et avance bien, on peut peut-être arriver à automatiser ce qu'est en train de faire cette personne et rendre la personne non-voyante totalement autonome. Alors d'où ce harnais qui est là, mais que vous pouvez peut-être, qui se porte sur les épaules, c'est ça? Voilà, ça se met comme ça. Et deux parties, qu'est-ce qu'il y a? De quoi ça se compose? Alors sur la gauche, on va avoir des caméras qui ont 170 degrés de champ de vue. Donc on travaille sur des caméras à profondeur de champ qui ont aussi de la vision nocturne. Et donc ça va nous permettre de capter tout ce qui se passe devant la personne et répliquer le champ de vue d'une personne voyante. À droite, on va avoir un ordinateur embarqué avec un accélérateur pour les modèles d'IA. Et à l'arrière, une petite batterie. Et en gros, en temps réel, quand il y a un obstacle qui va s'approcher, la personne peut porter des écouteurs à conduction osseuse. Alors vous savez, ces écouteurs qui se mettent autour des oreilles, qui ne bloquent pas le reste des signaux sonores qu'on capte de son environnement. Et en fait, on va entendre pip, 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 pip au fur et à mesure de l'approche. Comme dans les voitures quand on recule. Comme dans les voitures quand on recule globalement. Après, on essaie de le faire de manière très filtrée parce qu'au début, on a fait à peu près les mêmes techniques. On a dit s'il y a quelque chose à moins de 2 mètres, on bip globalement. Il y a beaucoup de choses à moins de 2 mètres. Donc on a travaillé avec les équipes de chez Honda. Ils ont un institut de recherche basé en Allemagne sur tout ce qui est prédiction de trajectoire pour arriver à identifier seulement les obstacles qui vont vers la personne et qui ont un risque de collision vers la personne. Et il n'aurait pas été pertinent on ne pourrait pas lui faire parler carrément, qu'elle appareil nous dise attention, escalier, marche, voiture ou Et gros ça me donne obstacle. la transition parfaite vers la deuxième fonctionnalité de ce harnais. En gros, ce qu'on a travaillé depuis 2 ans, c'est avoir un bouton d'IA. Donc globalement, on vient double-cliquer ici, ça prend une photo et derrière, on a une IA générative qui va pouvoir proposer une description de ce qui se passe devant la personne. Et ça nous apporte un peu le meilleur des deux mondes parce qu'une séquence de bip, c'est très rapide à interpréter, il y a très peu d'entraînement à avoir. Mais en même temps, si on est prêt à attendre un tout petit peu, on a un obstacle qui se rapproche, on entend pip, 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 on double-clique et là on a une description. On sait qu'il y a une table qui nous bloque le chemin, que le chemin est libre à gauche, qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, etc., etc. Et on rejoint ce que font aujourd'hui OpenAI par exemple, ou bien le petit gadget qui est sorti, là, le Rabbit, qui sont capables de décrire les scènes qu'ils ont en face d'eux en fait. Mais avec quelle fiabilité? Est-ce que vraiment ça permet de se déplacer comme si on voyait? Et c'est, je pense, tout l'enjeu pour les dispositifs médicaux comme nous, c'est d'arriver à intégrer de l'IA générative, mais dans des dispositifs médicaux. On est un dispositif médical de classe 1. Donc un des gros chantiers qu'on a en ce moment, c'est comment est-ce qu'on utilise les caméras à profondeur de champ pour venir informer les modèles d'IA générative aussi. Parce que l'IA générative aura tendance à dire qu'un élément est à 5 mètres, sauf qu'avec la caméra à profondeur de champ, on sait qu'en fait, il est à 3,50 m. Ah oui, Et ça change a tout. beaucoup d'intérêt quand on est malvoyant pour estimer les distances notamment. Ce qui est important, c'est le retour en fait des utilisateurs. Que disent les personnes malvoyantes ou non-voyantes qui ont testé votre appareil?
On a pu tester avec plus de 250 personnes globalement depuis. Donc les retours ont été hyper intéressants. Beaucoup ont mis en avant le fait que quand il n'y avait pas de son, du coup ils se sentaient plus en sécurité. Ça c'est vraiment un des éléments qui revient le plus parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque de collision et avec les derniers modèles d'IA qu'on a rajoutés, là on a carrément des personnes qui vont essayer de découvrir des nouveaux endroits et en fait faire leur carte mentale et leur cartographie eux-mêmes dans la découverte de ces nouveaux endroits. Et alors c'est déjà commercialisé, enfin on peut l'utiliser ou ça reste encore un proto malgré tout? Ouais, c'est déjà commercialisé, donc on est en phase d'entrée sur plusieurs marchés. On a 75 appareils qui ont été vendus, on va en faire à peu près 200 cette année. Et l'idée après, c'est d'accélérer, notamment aux États-Unis. On a un premier collaborateur qui nous a rejoint pour l'entrée aux États-Unis. Combien ça coûte? Parce que vous avez une masse de technologie autour de la tête, là, enfin autour du cou. Ouais, c'est un appareil qu'on vend 4 300 euros. Et ce qu'on essaie de faire, absolument, et ce qu'on essaie de faire, c'est des prises en charge avec la plupart des assurances, handicap ou assurance santé dans les différents pays. D'accord. Et l'idée, c'est de... On voit que l'intelligence, comme le disait Jérôme, l'IA générative avance, etc. Est-ce que vous imaginez déjà d'autres fonctionnalités qui pourraient encore améliorer la qualité de vie des personnes non-voyantes ? Je pense qu'un des gros changements et des grosses révolutions qui arrivent, c'est l'interprétation de vidéos. Passer de cet état statique un peu de je prends une photo et j'ai une description de la photo à j'ai un flux continu qui est analysé. Je sais 20 mètres avant qu'il y a globalement un passage piéton qui arrive. Ça sera des éléments hyper importants. Et est-ce que la miniaturisation est aussi un enjeu? On voit que Meta a sorti des Ray-Ban avec plein d'intelligence artificielle, des caméras. Est-ce que demain, on peut imaginer que toute cette techno soit dans des lunettes, par exemple? Pour tout ce qui est détection d'obstacles, aujourd'hui c'est encore assez dur à imaginer comment est-ce qu'on peut faire de la détection d'obstacles à partir d'une seule lentille, donc notamment des lunettes de Meta, parce qu'elles sont souvent connectées et donc du coup on a un peu de latence. Et pour les aspects de sécurité, c'est globalement un peu limite, mais par contre c'est clair qu'aujourd'hui on en est aux prémices de ce qu'on peut faire en termes de miniaturisation. Je pense que le plus important pour nous c'était de sécuriser la boîte et après ça d'aller miniaturiser tout ça. Eh bien merci, Super. Bravo encore pour cette beaucoup. belle initiative. Ça s'appelle Biped, c'est écrit sur votre t-shirt, avec le point AI à la fin. Merci beaucoup. Merci. Maël, Fabien, merci beaucoup. Et on enchaîne pour terminer ce Village Startup depuis Vivatech avec Fabrice Marcella qui nous rejoint. Village Startup, la suite. Village Startup à Vivatech. Vivatech, on va en parler avec Fabrice Marcella. Salut Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Salut Fabrice, content content d'être là, j'imagine. Comme chaque année, moi c'est mon moment de shoot d'innovation de l'année. En plus ça se passe à Paris, donc on joue à domicile, c'est génial. C'est pratique. On n'est pas jet-lagué, voilà, on profite vraiment de chaque instant. Et puis c'est un salon qui, il faut le dire, prend de plus en plus d'ampleur, qui se maintient, qui a vraiment acquis ses lettres de noblesse, etc. Le bon côté, c'est que c'est une réussite. Le mauvais côté, c'est que c'est fatigant. Il y a du monde, on est parfois un peu perdu. Donc on a besoin de tes lumières et c'est le sujet de ta chronique. Et oui, parce qu'un lieu comme celui-ci, on y voit beaucoup de choses, 1600 startups, il y a énormément de monde, 150 000 personnes. Donc comment on fait en sorte d'optimiser son temps et surtout de revenir à la maison avec plein d'innovations, plein de contacts. Plein de contacts. La startup qui était là juste avant, typiquement, elle est juste géniale. Mais comment je la détecte, cette startup, avec le nombre d'exposants? Alors voilà, j'avais quelques conseils à partager pour celles et ceux qui, peut-être, auront l'occasion de venir à Vivatech cette année. La première chose, c'est de définir quel est son objectif. Quand on y vient pour y faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut y voir principalement? Est-ce que je veux voir de l'intelligence artificielle? Est-ce que je veux voir de la tech durable, de la mobilité? Quels sont les sujets qui me tiennent à cœur? C'est important de ne pas déambuler sans objectif. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un lieu où aussi il y a beaucoup d'événements en tout genre. Il y a beaucoup de conférences. Il y a des moments comme celui-ci qu'on partage ensemble. Donc, c'est important de bien regarder très en amont le planning des événements pour pouvoir s'y inscrire et vraiment profiter de ces moments-là, qui sont des moments quand même assez exceptionnels. On rencontre des gens passionnants, à la fois des VIP comme des gens qui démarrent, mais c'est ce qui fait la richesse de ce lieu. Autre élément, le troisième élément qui me semble important, pardon, je suis fatigué, c'est ne pas hésiter à engager des discussions avec les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être timide quand on vient ici. Il faut poser des questions. Typiquement, la start-up qui était là avant, eh bien, elle m'a raconté comment elle a eu l'idée. Je ne sais pas si elle vous l'a raconté ça. Je ne vais pas le répéter, mais j'ai trouvé ça génial. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est quand je rencontre des entrepreneurs, j'aime bien qu'ils m'expliquent comment il a fait. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas les idées et j'aimerais bien un jour me lever un matin en ayant une idée. Donc, je peux m'inspirer des uns des autres. Donc ça, c'est important d'avoir ce type de discussion. L'autre élément
également, il faut être un peu explorateur. Rentrer dans la tête peut-être du journaliste. Et comment vous faites, vous, justement, vous n'êtes pas uniquement sur les sujets de prédilection qui sont les vôtres, peut-être que vous laissez jouer le hasard. Vous allez regarder dans d'autres secteurs ce qui peut vous inspirer. Oui, il faut un petit peu déambuler. Il faut un petit peu déambuler et être suffisamment ouvert. Donc oui, on se fixe des objectifs et en même temps, on laisse jouer la chance. On est dans une posture du hasard actif. On provoque un petit peu la chance. Voilà, donc c'est ça qui est important, me semble-t-il, quand on vient dans un événement aussi passionnant que celui-ci. Est-ce que d'une année sur l'autre, il y a beaucoup de nouveaux entrants en fait à Vivatech? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on se balade, on voit des startups qu'on a déjà vues, etc. Il y a malgré tout un turnover intéressant ou pas tant que ça? C'est une vraie question, tu as raison. Et c'est vrai dans la plupart des salons tech. C'est marrant parce qu'on rencontre souvent, pendant longtemps, les mêmes startups. C'est vrai. Et à la marge, on a des nouvelles startups. Mais c'est vrai qu'il y a des startups qui sont devenues des professionnels du salon. Ouais. Je ne veux pas citer leur nom, mais j'en ai quelques-uns que je vois très très souvent. C'est pas bon signe, hein, ça, C'est non? pas bon signe. Alors c'est pas bon signe. Ça dépend des salons. Si on est dans un salon où on vise l'accélération et la croissance, pourquoi pas? Si c'est un marchand de glace, c'est logique. Bon, de quoi? si c'est un marchand de glace, il revient tous les ans. Bon, si c'est un food non, truck. voilà, donc c'est vrai que la nouveauté, quand on est habitué les uns les autres à faire ce type de salon, elle n'est pas simple à détecter parce que bien souvent, c'est un produit qui s'améliore plus qu'un nouveau produit. Néanmoins, la startup, pardon de reparler encore de cette startup, je ne suis pas sûr de l'avoir vue avant. Peut-être qu'elle y était, mais j'ai pu. Mais voilà, là, il y a quelque chose de frais, de nouveau. Bien sûr. Elle arrive au bon moment. Elle arrive au bon moment aussi. À une bonne période, à une bonne époque, on va dire. Et j'avais connu une startup qui faisait ça il y a quelques années. Elle n'avait pas réussi à mettre en marché. Donc j'étais ravi de voir que ça reste faisable et possible. Fabrice, je ne sais pas si tu as vu cette année, il y a un outil qui est assez intéressant. Il y a un chatbot pour retrouver des choses sur le salon, pour trouver non seulement les stands, la localisation, mais aussi le contenu. Alors en tout cas, je crois qu'il était accessible aux journalistes. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Là, tu viens de me frustrer là. Parce que je ne le connaissais pas, mais j'allais te dire, je le trouve où cet outil? Et en tout cas, c'est dans la salle de presse, il y a ça, pour pouvoir retrouver les meilleurs moments, les citations, des synthèses, des interventions sur scène, bon, etc. je sais ce qu'il me reste à faire, c'est hacker la salle de presse. Voilà. C'est une belle initiative. Ah ouais, non mais c'est génial. C'est génial. Et donc c'est Vivatech qui met ça à disposition? Oui, en partenariat avec make.org. Je vais vite aller me renseigner parce qu'effectivement, c'est un bon moyen Bien sûr. de trouver des nouvelles startups, des nouvelles idées, des nouvelles innovations. Tiens, juste un mot sur les startups que tu accompagnes ici à Vivatech avec le village. Combien de startups ici? Alors, ce sont 25 startups qui ont postulé et qu'on a sélectionnées pour venir avec nous. Et elles sont représentatives des 45 villages. C'est surtout pas uniquement des startups parisiennes, ça n'aurait pas de sens. Tout en région. Alors, il y en a beaucoup qui viennent de région, d'autres qui viennent d'Italie, puisque nous sommes présents en Italie, et enfin du Luxembourg. Donc voilà, on est assez représentatifs des startups qui composent notre réseau. Et je voulais vous dire une chose, on fête nos 10 ans cette année. Pour nous, c'est un moment important quand même, ce Vivatech. Mais oui, bien sûr. 10 ans d'accompagnement des entrepreneurs en France. Aujourd'hui, ce sont 3000 startups qui ont été accompagnées par les villages sur les 10 000 recensés. Ça vous donne effectivement, entre guillemets, notre part de marché. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît, Fabrice. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. De rien. Voilà, et j'en suis ravi. Je passe de très bons moments à chaque fois avec vous. Et pareillement. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Merci déjà de nous recevoir ici sur ton stand. Pour ce village startup, comme chaque année, exceptionnel, puisqu'on est depuis Vivatech. Et bien voilà, Jérôme. On était ravis de passer ce moment avec vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Village Startup, évidemment, sur la plateforme RMC. La plateforme RMC. Voilà, exactement. Et puis, on se retrouve. On essaie de revenir le mois prochain. Il y a des chances. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Salut.